Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa Dauphas est avec nous, chef économiste de TAC Economics. Bonsoir Léa. Bonsoir Grégoire. Anthony Morlet-Lavidali nous accompagne, économiste chez Rexecode et membre également de BSI Economics. Bonsoir Anthony. Bonsoir Grégoire. Et Alain Dubrul nous accompagne également ce soir, le directeur de la gestion de Claresco. Bonsoir Alain. Bonsoir Grégoire. Léa, une baisse de taux, oui, bien sûr, de 25 points de base, très certainement délivrée demain soir par la Réserve fédérale américaine. Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Oui. Pourquoi faire ? Pour faire face à la situation de statu quo dans laquelle on était depuis quelque temps, on a à la fois les contraintes politiques appliquées par l'administration américaine sur la Fed. On était dans ce statu quo où la Fed attendait de voir les premiers signaux sur comment l'économie américaine se remettait justement de ces décisions de l'administration américaine. Et là, on est dedans. On parle des tarifs. On parle des oui, tarifs. Oui. Parce que les décisions, elles sont nombreuses, tarifs, mais celle des tarifs est l'éléphant au milieu de la pièce. Des tarifs, du One Big Beautiful Bill, des promesses qui commencent à arriver pour les midterms, de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, en tout cas sur le mois de septembre, on commence en fait à voir les premiers effets visibles macro de ces mesures, qui sont à la fois les effets sur les tarifs, sur l'inflation via les tarifs, mais aussi ce côté choc de confiance qu'on avait connu au premier semestre et qui se matérialise ou pas dans les données réelles. Vous mentionnez les ventes au détail, c'est un point, mais surtout les données d'emploi. L'emploi, il faut le savoir, c'est un indicateur quasiment coïncident de récession aux États-Unis. On avait une sorte de bulle sur l'emploi où on vivotait autour de 200 000 créations d'emplois associées à des créations fortes dans certains secteurs. Là, l'emploi a normalisé. 22 000 créations d'emplois le mois dernier, pas mal de révisions à la baisse. Et en fait, on a un peu aujourd'hui cette balance aux États-Unis où on a d'un côté l'emploi qui se dégrade. Alors, nous, on ne pense pas que c'est un signal précurseur d'une récession aux États-Unis, mais en tout cas, on sait que le ralentissement de l'emploi amène à un ralentissement de la croissance. Et en face de ça, même si ce n'est pas encore tout à fait visible dans les derniers chiffres d'inflation, on sent bien que les tensions inflationnistes arrivent. Powell et le comité annonçaient depuis quelques mois qu'on était en attente des données et qu'on attendait de voir. En réalité, on y est. Le marché de l'emploi décélère, l'activité décélère et l'inflation commence à augmenter avec un poids plus fort à ce stade fait sur l'activité. Donc, on commence. Et c'est ce que vous mentionniez, la question, c'est pas tant les 25 BP, c'est en fait le risque asymétrique entre un emploi qui va dégrader plus vite et une Fed qui pourrait effectivement aller chercher les niveaux que le marché est en train de pricer aujourd'hui, des taux Fed Funds de fin autour de 3, ou au contraire, une Fed qui ralentit parce que l'emploi est visible, mais qui fait face dans les prochains mois, probablement d'ici fin d'année, à une inflation qui, elle, commence à augmenter. Pas dans des niveaux de spirale, mais une inflation qui est bien au-delà des cibles de la Fed. Donc le moment de demain, c'est en fait la Fed qui lance sa bascule avec quel poids elle met entre décélération de l'activité à venir et contraintes d'inflation qui se reprennent. Les derniers messages envoyés par Jérôme Powell en tant que président de la Réserve fédérale américaine sur cette question de l'inflation liée aux tarifs étaient plutôt de dire qu'ils envisageaient que cette inflation soit temporaire, transitoire. En tout cas il y avait de grandes chances qu'effectivement, il y ait une forme de one-off sur les prix, en tout cas qu'il y ait une bosse, et que ce ne soit pas un sujet forcément de long terme pour la Réserve fédérale américaine. C'est quelque chose qui peut réaffirmer ce soir, Jérôme Powell ? C'est ce qu'il doit réaffirmer dans tous les cas. On voit bien les derniers discours sur les dernières semaines aller dans ce sens-là. Je pense qu'en tant qu'économiste, il faut qu'on fasse tous attention aux termes transitoires de l'inflation. On s'est fait avoir une fois dessus. Et quand on regarde en fait à la fois la littérature académique et ce que peut faire le marché, il n'y a pas trop de vision. En réalité, c'est des ranges entre plus 0,4 à plus 0,9 points d'inflation par rapport au niveau actuel. Donc, ça amène une sorte de pic entre 3,5 et 4, effectivement temporaire, mais temporaire seulement. C'est-à-dire que derrière, on a quand même une marge d'escalier qui va se matérialiser sur l'inflation. Pas une inflation qui revient à 2. Une inflation probablement dans des ranges entre 2,5 et 3, avec beaucoup de volatilité. Mais on le voit déjà, c'est-à-dire que les prix des biens intermédiaires augmentent, les anticipations d'inflation sont désancrées, les enquêtes de la Fed auprès des entreprises montrent que les entreprises, à hauteur de 40%, passeront les prix à 100% aux consommateurs et que ça passera dans un délai entre 1 et 6 mois. Donc ça va passer. Et probablement à des niveaux avec un profil à la Covid beaucoup moins élevé. Avec un pic moins élevé. Voilà. Mais à terme, la cible de la Fed de 2% ne sera pas respectée, encore une fois, avec ces questions de marché du travail, et on y revient de la difficulté, et des contraintes d'offres dues aux politiques migratoires, et donc ce côté où, en fait, sans parler de boucle prix-salaire, sans parler d'une inflation qui repart sur des plus hauts, en tout cas un environnement inflationniste plus frictionnel. Exactement.
Anthony, comment vous qualifiez là cette amorce ou ce réamorçage de baisse de taux par la Réserve fédérale américaine? Et si on regarde les pricing de marché, le marché n'en attend pas qu'une, il en attend 3 encore d'ici la fin de l'année et 3 au cours de 2026. Est-ce que ces attentes de marché sont compatibles avec l'analyse macroéconomique que vous faites de la situation américaine aujourd'hui? Je suis d'accord avec Léa. On sous-estime, je pense, le risque inflationniste. On est très impatient. On a regardé les données qui tombent au mois le mois en se disant pour l'instant on ne voit rien. Ça ne veut pas dire que rien va advenir. C'est un peu comme si vous avez eu un choc au loin en mer et vous attendez l'ampleur de la vague sur la côte. C'est un peu ça. Et c'est dans le pipeline aujourd'hui. Pour donner quelques chiffres, facialement, les taux de droits de douane, quand on les pondère par le poids de chaque importateur, facialement c'est 18,2% actuellement. Mais les taux effectifs, compte tenu de l'ensemble des exemptions qu'il y a, en juillet c'était 9,7%. Donc c'est pas encore énorme. Et c'est en train de monter. On le voit déjà, on commence à le voir timidement dans les prix d'importation. On sait qu'on a déjà des entreprises américaines qui ont pris sur leur marge. Donc ça va arriver dans les prix à la consommation. La question, c'est les délais de transmission. On sait toujours que ça, c'est le plus dur à estimer. Mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer qu'à un moment donné, ça vienne pincer sur le pouvoir d'achat des ménages. Et on sait que le consommateur américain, c'est quand même la variable macroéconomique numéro 1 dans le monde. Donc si ça commence à lâcher, là, on aura quand même des sujets et la Fed devra se réinterroger. Et elle pourrait être, à l'inverse, prise dans un autre type de dilemme qui est d'avoir une inflation plus élevée qu'anticipée et une économie qui, par ailleurs, américaine ralentit. Choc inflationniste, pour dire. Exactement. C'est un choc d'offres négatif. Et ça, c'est quand même ce qui pourrait advenir dans les mois suivants. C'est presque la situation inverse de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et je pense qu'il faut être très prudent. Encore une fois, on est toujours très pressé de voir les données au mois le mois, mais ayons en tête que la transmission, elle met quand même un certain temps, c'est plusieurs trimestres a priori. Donc voilà, je pense que c'est devant nous. Et donc, je citais effectivement les chiffres de vente au détail. Il y a plein d'autres indicateurs pour regarder la consommation aux États-Unis, mais c'est vrai que là, alors j'ai repris la série récente. Au mois de mai, il y avait eu un très mauvais mois, à moins 0,9% sur un mois de baisse des ventes au détail, suivi d'un plus 0,9 en juin, plus 0,6 en juillet, plus 0,6 affiché en première estimation là pour le mois d'août. Ça paraît quand même 3 mois solides de consommation là. Tout à fait, mais les deux grands drivers pour l'instant de la consommation que sont la dynamique des revenus des ménages, elle est bonne, puis comme l'inflation n'a pas encore augmenté, les revenus réels progressent toujours, puis les effets richesse sont toujours extraordinairement importants. On l'oublie, mais le consommateur américain est très sensible à ça tant qu'on a des marchés. Le bilan du ménage américain est positif aujourd'hui. Et imaginons qu'on ait un scénario dans lequel l'inflation remonte, les revenus ralentissent, ou en tout cas ne sont pas immédiatement indexés, réels j'entends bien sûr, ne sont pas immédiatement indexés sur les prix et les marchés accusent le coup. Là, on va avoir un consommateur qui probablement peut aller très vite sur le fait de ralentir ses dépenses de consommation. Donc je dis prudence, puisque c'est un peu des effets cliqués et on peut basculer très vite dans un autre monde. Je pense qu'il ne faut pas prendre pour acquis la situation. Dans les grandes enquêtes, alors ce que vous appelez les soft data, je voyais effectivement, alors il y a l'université de Michigan qui publie des enquêtes de confiance, de consommation, etc. Une autre enquête montre qu'on n'a jamais eu autant de ménages ou de salariés américains qui estimaient que la progression de leur salaire ne couvrirait pas l'inflation sur les prochaines années. On est peut-être à 60 ou 70% de la population américaine qui a cette inquiétude ancrée aujourd'hui, ce qui est un niveau historique. Je pense qu'ils n'ont pas complètement tort. En tout cas, prudence. Bon, Alain, sur cette décision de la Fed et l'impact qu'elle peut avoir sur les marchés. Alors, le marché a anticipé, le marché attend 6 baisses de taux. Est-ce que 25 points de base délivrés ce soir, c'est un signal positif demain soir, est-ce que c'est un signal positif pour les classes d'actifs risquées, par exemple, sur les marchés? Une baisse des taux, c'est toujours un signal positif, parce qu'on a beau l'attendre, quand elle arrive, c'est quand même le réenclenchement d'un cycle, puisque il y en a déjà eu quelques-unes, mais il y a eu une longue période de plateau. Donc oui, je pense que ce qui d'ailleurs a aidé un peu le marché en mois d'août et ces derniers temps, c'est cette perspective de baisse de taux. Pour l'instant, c'est quand même une bonne nouvelle, il faut pas se le cacher. Maintenant, il y a peut-être un risque de sell de news parce que les marchés ont quand même très bien tenu et on a des stats de l'emploi, comme on l'a dit, qui sont pas bonnes. Aujourd'hui, les retail sales, c'est plutôt un énorme soulagement, toujours pour moi, parce qu'on aurait pu penser que justement l'emploi qui commence à se détériorer, l'inflation qui donne des petits signes, etc., la cerise sur le gâteau, ça aurait été des mauvaises ventes au détail. Là, pour l'instant, elles sont résilientes, ça c'est bien. Les points, c'est que la vraie question, c'est dans quelle mesure on va avoir 5 ou 6 baisses de taux. À ce stade, moi, je pense qu'il faudrait que ça aille vraiment très mal pour qu'on les ait, sinon on en aura un petit peu moins. Et ça, on ne le verra pas tout de suite, puisqu'ils vont sûrement dire dans l'anticipation du marché, il y a l'anticipation d'une poursuite de la dégradation économique, du marché du travail, qui va pousser la Fed ne signale pas, on verra ce qu'elle signale demain soir, mais la Fed ne signale pas, les membres de la Fed ne signalent pas autant de baisses de taux dans le pipe sur les 12 prochains mois. Là. Ils donnent des indications, mais ça m'étonnerait qu'ils guident explicitement sur un taux à 3% fin 2026.
ils vont rester data dependent. D'ailleurs, un peu comme la BCE maintenant, qui a aussi copié cet élément de langage. Donc, pour l'instant, les 25 bips demain, c'est certain, tout le monde s'y attend, il n'y a pas de sujet. Après, il faut voir quel sera le discours. Sur le discours, oui, on voit que l'emploi se détériore. La difficulté, c'est qu'il y a beaucoup moins de création d'emplois et pour autant, le chômage n'augmente pas tellement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a quand même une politique migratoire qui commence à être pas efficace, mais en tout cas... On hésite à licencier les gens, quoi. Non, mais surtout, il y a beaucoup moins d'immigrés. Oui. Et donc, ça veut dire que quelque part, moins de création d'emplois, normalement, ça devrait être déflationniste sur les salaires. Sauf que comme l'offre d'emploi, elle, n'évolue plus comme avant parce que l'immigration est un petit peu sous tension, freinée, on va dire, on pourrait très bien avoir moins de création d'emplois, mais pour autant, pas tellement de déflation salariale. Or, on pourrait dire que la déflation salariale pourrait venir compenser le risque inflationniste lié aux importations. Donc, on pourrait avoir une situation qui est quand même un peu délicate parce que si les salaires ne baissent pas autant qu'on pourrait s'y attendre et que l'inflation est là, quelque part, pour la Fed, ça va pas être évident. Et pour autant, les consommateurs, à un moment, ils vont finir par tousser aussi. Donc, je dirais prudence quand même. Ouais, bon. Et sur les actifs risqués, effectivement, on a déjà beaucoup anticipé, et notamment le marché et les marchés d'actions s'appuient sur l'idée qu'il y aura 6 baisses de taux, ce qui n'est pas encore une certitude totale. À court terme, il pourrait y avoir un peu de prise de profit. Après, il y a toujours cette idée qu'il y a le put Fed. Et voilà. Et puis par ailleurs aussi, il faut voir, d'ailleurs, BCE comme Fed, ils ont aussi pas mal abaissé la taille du bilan. Donc, outre les taux, il y a toujours cette politique de faire du quantitative easing qui, pour l'instant, on peut dire, ils rechargent les batteries de ce côté-là, donc ça, c'est plutôt sain. Donc, si les choses se détériorent, il y a les taux, bien sûr. Mais il y a aussi la partie, la courbe long terme sur laquelle ils peuvent agir. Ouais. Maintenant, effectivement, d'un point de vue budgétaire, c'est pas terrible tout ça. Donc, il faut se rappeler qu'en Europe, comme aux États-Unis, si le PIB... On a déjà aujourd'hui des déficits colossaux, alors que l'économie, on ne va pas dire qu'elle boom, mais qu'elle est plutôt résiliente. Donc, si on avait 1,5 ou 1 point de croissance en moins, il faudra aussi avoir l'idée de qu'est-ce que ça veut dire sur les équilibres budgétaires. Et là, ça peut déraper très vite. Et donc, on entre un peu dans l'inconnu. Beaucoup d'appétit, globalement, pour de la consolidation budgétaire à marche forcée, que ce soit pour certains pays en Europe ou aux États-Unis, y compris à l'horizon 2026, année d'élection de mi-mandat. Degré d'indépendance de la décision de la Fed, de celle-là et de celle à venir. Léa, comment vous regardez ce sujet ? Est-ce que c'est déjà un trouble pour les investisseurs, les économistes ? Est-ce que dans les 6 baisses anticipées par le marché, est-ce qu'il y a l'anticipation d'une politisation, d'une instrumentalisation de la Réserve fédérale américaine au profit de la politique menée par l'administration Trump aujourd'hui ? Il y a probablement un peu cet effet-là, vu le taux Fed Fund cible qui est fait à ce stade. Il y a probablement derrière le sentiment qu'avec les changements de gouverneur que Trump est en train de... La pression politique peut rajouter une petite baisse de taux comme ça au passage. Faire en sorte que le poids de l'emploi est un poids plus important que le critère d'inflation dans la décision des membres. À ce stade, pour l'instant, Powell reste au mandat, Lisa Cook reste aussi en poste. On voit bien on pourrait même le mettre dans les deux sens, c'est-à-dire que la volonté de plaire à Trump, ou en tout cas, disons plutôt, de prendre un poids plus fort des contraintes d'emploi que d'inflation dans les choix de décision. En même temps, les membres restants ont aussi petite envie d'asseoir cette indépendance et donc de verrouiller un peu tout ça. Donc pour l'instant, on est plutôt en balance. Ce qui est intéressant à faire, je pense que si vraiment on bascule dans ce scénario-là, nos anticipations à chacun de où vont les Fed Funds compte tenu de la conjoncture économique ne serviront à rien. Et donc, faisons du sentiment. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est de regarder le sentiment de chacun des membres dans les derniers discours. Et là, on sent bien qu'en fait, le biais Dovish est en train de se mettre en place par rapport au biais O'Keefe, plutôt à la neutralité qu'on voyait dans les derniers mois, dans les derniers trimestres, et c'est plutôt des indicateurs de perception ou quel mot il utilise qu'il faudra faire. Chris Waller, par exemple, est capable d'incarner effectivement quelque chose d'un peu plus dovish. Bon, il est assez neutre, je ne sais pas comment vous le qualifier, mais il est plutôt en fait, là, reconnu, respecté, respectable dans son analyse. Voilà. Mais voilà, c'est ça qu'il faudra en fait regarder si au final les membres basculent par leurs propos sur le biais Dovish. Ce n'est pas encore le cas, on n'y est pas encore, mais effectivement, à l'approche des midterms et compte tenu du contexte global, on sait bien que la pression de la Maison-Blanche se fera de plus en plus forte. Est-ce que le fait qu'on ait vu des taux longs quand même redescendre un petit peu de leur niveau de 4,5% pour revenir se poser autour de 4%, est-ce que c'est le signe que le marché continue d'accorder une grande crédibilité à la Fed et aux décisions rendues par la Fed, y compris dans l'état actuel des choses, Anthony ? On a envie de dire pour l'instant, oui, mais on ne peut pas faire vraiment autrement. Donc c'est difficile de faire le pari inverse. Ce qui est sûr, en une phrase, c'est de dire qu'au fond, que ce soit les politiques monétaires, économiques, commerciales,
elles sont plus sous le joug des experts désormais, mais passent à la main du politique. Mais un peu partout, pas que aux États-Unis. On voit bien qu'il y a un retour en force du politique. Et ça, je pense qu'il va falloir le pricer. Pour l'instant, on ne sait pas bien les points d'équilibre dans ce monde quand même qui évolue, où les points de repère ne sont pas les mêmes. C'est beaucoup plus flou. Donc c'est vrai que le marché se cherche, mais on ne peut pas exclure qu'il y ait des points de passage d'un équilibre à un autre. Et je pense que l'équilibre d'aujourd'hui, il est loin d'être stationnaire ou j'allais dire stable sur la durée. Je pense qu'il faut être, encore une fois, là-dessus très prudent. Sur l'indépendance de la Fed et des banques centrales en général, dans un monde plombé par les dettes où la dimension politique, géopolitique devient supérieure aujourd'hui. J'ai l'impression que la BCE, pour l'instant, reste assez indépendante. Quant à la Fed, elle veut l'être. Maintenant, peut-être qu'au fil du temps, s'il arrive à changer un certain nombre de gens dedans. Mais globalement, ça n'est pas l'intérêt de la Fed d'être soumise, parce que s'il y avait une politique monétaire trop accommodante sur le court terme, ça se traduirait, je pense, par une baisse du dollar d'une part, et une hausse d'autre financement. Et à la fin aussi, une repentification de la courbe avec un 30 ans qui pourrait aller retutoyer les 5%. Ouais. Et ça serait une perte de crédibilité forte. Contre-productif. Au final, beaucoup plus coûteux. Mais bon. Donc personne n'y a vraiment intérêt, même la Fed. Donc elle pourra donner l'impression qu'elle cède aux pressions, mais je pense qu'elle ne sera jamais complètement aux ordres, sinon le prix à payer serait trop élevé. Ouais. Or, Trump reste malgré tout historiquement un promoteur immobilier, donc il n'est pas totalement insensible. Au niveau des taux. Le taux 5-10 ans, il sait ce que c'est. Et il se dit que s'ils sont à 6, il y a un problème. Ça fera des dégâts. Alors après, ils peuvent décider aussi que la Fed achète à tour de bras, mais alors là, c'est le dollar qui va s'effondrer. Ouais. Bon, la Fed, décision attendue demain soir. Évidemment, ce sera le plat de résistance de cette semaine sur les marchés. Évoquons le sujet français à présent avec vous. Alors, Léa, vous avez construit chez TAC Economics. Enfin, c'est l'idée que le risque social devient peut-être... alors, la première variable macro, j'en sais rien, en tout cas, devient une variable macro à part entière pour essayer de comprendre et d'anticiper ou d'estimer ce que vous appelez la trajectoire de marché de la France, hein, c'est-à-dire la capacité du marché à continuer de faire crédit à la France via sa dette, notamment. Exact. En fait, on cherchait à modéliser l'OAT, et en cherchant à le faire, on se rendait bien compte qu'il y avait une prime qui n'était pas tenable par des indicateurs macro traditionnels. Donc, qu'on n'arrive pas à capter. Qu'on n'arrive pas à capter. Donc, on est allé un peu fouiller dans des données sociales et politiques, et on en est ressorti en fait avec deux types d'indicateurs qu'on inclut en fait désormais dans des modèles plutôt macro-financiers, à la fois des degrés de polarisation, fragmentation et de la société et des partis politiques, qui est aujourd'hui en fait avec une combinaison du pire dans les deux cas, une polarisation de la société et des partis similaires à ce qu'on voit aux États-Unis, et une fragmentation au sein des partis, donc plein de petits partis qui n'arrivent pas à s'entendre, similaire à ce qu'on peut voir dans certains pays européens, mais qui, eux, par contre, ont du fédéralisme ou une logique de coalition que nous n'avons pas. Et on a combiné à ces indicateurs politiques des indicateurs de tension sociale, dans lequel, en fait, c'est une combinaison de facteurs. On compte le nombre de manifestations, de violences à chaque événement, et on y combine ce qui est important du sentiment. Donc on prend la presse internationale et on regarde quelle est la perception du risque français social. Quand on combine ça, c'est assez impressionnant. En fait, on traque tous les épisodes de tension sur l'OAT. On l'a pour les Gilets jaunes, pour les réformes des retraites de 2023. Et le point intéressant, c'est que quand ces épisodes sont durables dans le temps, il y a une prime OAT qui se met en place. Aujourd'hui, pour avoir un ordre de grandeur, la prime des Gilets jaunes sur une échelle de 0 à 100, elle est autour de 80-90. Les réformes des retraites de 2023 dans les mêmes ordres de grandeur. La semaine dernière, au 10 octobre, on était à 60. On n'y est pas encore, ça a baissé depuis. Okay. Mais par contre, à partir du moment où ces tensions-là... 10 septembre, pardon. Et le 18, prochain test les jeudis prochain test. Donc, pour l'instant, en fait, le sentiment reste négatif, mais les indicateurs de tension réelle observées, elles sont faibles. Si ces indicateurs si ces tensions sociales venaient à perdurer 3-4 semaines, des spreads sur l'OAT se mettent en place. Il y a une corrélation directe en isolant cette variable. Exactement. On arrive, et en mesurant ce risque social, vous dites qu'il y a une corrélation directe, une transmission directe. Exactement. À la prime de risque que les créanciers demandent à la France. Et en fait, ça fait en fait le lien avec pourquoi en fait l'OAT n'a pas réagi à l'ensemble des événements qu'on a eu sur les dernières semaines. En réalité, quand on fait vraiment du risque pays et qu'on regarde la situation dans laquelle on met du conjoncturel, de la soutenabilité et du politique, le risque pays français est le spread OAT est autour de 70 points de base. En fait, c'est quelque chose de structurel, dû à la rigidité des institutions, dû au blocage institutionnel qu'on connaît, à cette polarisation de la société et cette recherche de justice sociale que la population a et qu'elle n'est pas entendue. En fait, quand on combine tout ça,
Alors, on a des questions d'ordre économique, on a des questions de soutenabilité. On est là où on doit être. Quand on était à 20-30 BP de spread, c'était là, finalement, une forme d'anomalie par rapport au fonctionnement de la France. Voilà, c'est exactement ça. Et aujourd'hui, alors, je ne vais pas mettre la bonne nouvelle, mais en réalité, si je fais un parallèle, c'est l'Italie des années 80-90. On aimerait tous voir la France revenir à de meilleurs niveaux. En réalité, les problèmes sont des problèmes socio-politiques et on aura beau faire les trajectoires de dette ou les trajectoires de croissance possibles, on n'en sortira pas sans avoir résolu ces événements-là. Et c'est, alors, question à vous deux, Léa et puis Anthony, mais c'est un risque très spécifique à la France. Est-ce qu'il y a des chemins de contagion vers d'autres pays de la zone euro ? On a tous vécu ensemble à peu près la crise des souverains, donc on sait que ces chemins-là, ils existent. Est-ce qu'ils existent encore aujourd'hui ? C'est là où il faut faire le différentiel entre les pays européens et la France. Aujourd'hui, on est à part. Sur les trajectoires de croissance, sur les perspectives, sur les dynamiques de soutenabilité. Est-ce qu'on pourrait avoir une contagion française aux autres pays de la zone ? Le fondamental des autres pays n'est pas le même que le nôtre. Et je rajoute que par rapport à l'épisode de crise des dettes souveraines, on a désormais un outil dédié de la zone euro spécifique on s'est pour éviter considérablement renforcé. Donc je pense que là, c'est vraiment un cas à part. La France est un cas à part aujourd'hui. Sur le risque de contagion, qu'est-ce que vous dites, Anthony ? Pourquoi, par exemple, est-ce que ça réveille pas des inquiétudes autour d'un pays comme l'Italie ? Je comprends que l'Italie a pu améliorer conjoncturellement sa situation, sa trajectoire, sa situation, mais j'imagine que tout en Italie n'est pas devenu merveilleux comme ça du jour au lendemain. Donc est-ce que ce chemin de contagion est possible ? Et puis sur la spécificité de l'incertitude politique en France, est-ce qu'elle coûte aux entreprises ? Vous sortez d'ailleurs avec différents partenaires, BPI et le METI, je crois, des enquêtes aujourd'hui chez Rexecode qui montrent déjà ce coût de l'incertitude. Alors, je reviens sur le risque de contagion et sur les taux. Tout d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que le risque de contagion, au fond, est assez limité parce qu'on est, comme l'a dit très bien Léa, on est un peu hors norme. La trajectoire budgétaire que l'on a, tous les pays ont fait des efforts entre 2022 et 2024 de réduction des déficits, pas nous. Donc ça, c'est quand même le truc hallucinant. C'est que normalement, il y a quand même un mouvement de foule au sein de la zone euro où tous les pays convergent. Là, on est vraiment complètement sorti. En plus, on était censé être le pays moyen, c'est-à-dire toujours un peu dans la moyenne, quoi. C'est-à-dire on faisait un peu de ci, un peu de ça. C'était complètement hallucinant, notamment la crise énergétique. On a surcompensé dans des ordres de grandeur qui sont anormaux. On n'a pas su débrancher. Donc ça, c'est vraiment une responsabilité politique qui est assez grande à ce niveau-là. Par ailleurs, la hiérarchie des taux a beaucoup bougé. Enfin, le fait d'avoir une France qui probablement bientôt empruntera plus cher que l'Italie, ça c'est vraiment un problème. C'est-à-dire qu'on est devenu, d'un point de vue des finances publiques, une périphérie de la zone euro. Ça, c'est pas notre place, j'allais dire, au fond standard qu'on devrait avoir. Mais encore une fois, nos problèmes de finances publiques sont structurels, ils sont pas du tout conjoncturels. Un petit calcul tout bête, mais quand vous prenez les grands pays de la zone euro, c'est en France que la dette publique a le plus augmenté entre 2000 et 2024. Tout bête, mais même l'Italie, même la Grèce. Sur 25 ans. Donc ça, c'est quand même assez dingue. Et donc, sur l'incertitude et ce nouveau choc, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors, on a eu un bonheur des calendriers dans le malheur un peu politique, puisqu'on a mené une enquête avec BPI France auprès des PME, TPE. Autour du 25 aût. Exactement. Et la moitié ont répondu avant, la moitié après. Génial. Donc ça permet... Même un statisticien qui l'aurait rêvé n'aurait pas fait aussi bien. On a une expérience naturelle. On ne pouvait pas espérer mieux. Donc pour nous, c'est génial. Et ce qu'on observe, donc on les a interrogés sur à quel point est-ce que l'incertitude politique allait impacter vos embauches et vos investissements. Ce qui est frappant, c'est de voir que sur les embauches, on en avait 47% qui nous disaient avant le 25 août, reporter ou annuler leurs embauches, c'est monté 10 points à 57%. Sur les investissements, c'est encore plus frappant. On était à 60% des chefs d'entreprise qui disaient reporter ou annuler. On monte à 76%. Ça tape plus fort sur l'investissement que les embauches. Pourquoi ? Parce que c'est la dépense qu'on ajuste le plus rapidement. Mais il faut bien avoir en tête, c'est que l'investissement des entreprises, où on anticipait quand même un rebond en 2026, ce rebond, il pourrait être d'une part moins fort à certains, voire ne pas rebondir, ou en tout cas, il y a un risque de stabilité, voire même dans un scénario du pire, continue de se contracter. Donc je crois que là, il y a quand même une cristallisation du côté des chefs d'entreprise, d'une forme d'angoisse, et qui en plus va plus loin, puisqu'ils ont peur désormais d'être même la variable d'ajustement des finances publiques, puisque jusqu'alors, c'était un peu une incertitude du côté de la demande et des fondamentaux macroéconomiques. Maintenant, ils ont même peur que la fiscalité soit ajustée en leur défaveur, et ça aurait quand même des répercussions significatives sur l'activité de 2026 et 2027. Mais vous dites, c'est plus les projets d'investissement ou les décisions futures d'investissement qui risquent d'en pâtir que les projets d'embauche, par exemple. Tout à fait. Il y a une meilleure résistance. Exactement. De ce point de vue-là. Et ça, on le retrouve même chez les ETI et grandes entreprises qu'on a interrogées. Nos 2 enquêtes sortent aujourd'hui avec le métier et la FTE, où de même, on a du côté des projets d'investissement, on avait 16% en juillet des entreprises qui nous déclaraient un impact fort de l'incertitude sur leurs projets d'investissement. Ça monte à 20%
en septembre. Et du côté des projets d'embauche, ça passe seulement de 15 à 16. D'accord. Donc il y a quand même plus de résilience côté embauche, mais parce que c'est des choses qui sont un peu plus structurelles, où on fait plus attention sur la les ajustements. démographie, etc. Fait voilà. Et le marché du travail en France, c'est un peu le dernier point de résistance, parce qu'il résiste quand même bien. Pour l'instant, on n'a plus de création nette d'emplois, mais pas de destruction. Si là, ça flanche, alors là, on aura d'autres problématiques, notamment du côté de la consommation. Alors, Alain, vos commentaires en tant que gérant action aussi, ça m'intéresse qu'on raccroche ce monde macro à l'investissement action. Là. Déjà, la France, c'est un pays paradoxal, c'est-à-dire qu'en fait, tout le monde se plaint, mais comme on vit largement au-dessus de nos moyens, tout le monde en fait, ça va pas si mal au quotidien pour tout le monde, pour les boîtes, même la distribution, c'est pas aussi horrible que ça. Donc en fait, tout le monde a peur parce qu'on se doute bien que demain, ça va être moins facile. Ça, c'est les entreprises qui vous le disent. Non, mais les clients, tout le monde. Oui. En fait, on vit au-dessus de nos moyens, c'est ça le truc. Et personne ne sait adresser la dépense. En France, personne n'ose parler de baisse de dépenses. Et alors, ils cherchent tous des augmentations de recettes, mais sans être idéologique, on est un peu au taquet. Ils pourront en trouver, mais ça serait contre-productif en réalité. Donc il faut baisser les dépenses, sauf qu'on est le seul pays où ça fait 40 ans qu'on ne sait pas faire ça. Donc il faudra une volonté politique, c'est très compliqué avec un Parlement très divisé. Et puis personne n'ose aborder le sujet, sinon ils ne seront pas réélus. Donc je pense qu'un jour c'est Monsieur Marché qui sonnera la fin de la récréation. Pas tout de suite. On a encore une petite marge on va continuer à décliner gentiment mais lentement. Ce qui veut dire que pour les marchés, on va plus regarder ce qui se passe dans le reste du monde. On va essayer de temporiser. Je pense que le Premier ministre actuel va être un petit peu moins Bayrou, ne fera rien, mais il le fera bien. On a eu la vérification. Il n'a fait aucun effort en août pour essayer de trouver des compromis, donc il a juste géré sa sortie. On peut espérer qu'il y aura une forme de compromis, mais en fait, on va reculer pour mieux sauter. Donc en attendant, d'un point de vue strictement boursier, on peut espérer trouver un mauvais compromis qui fait qu'on va durer quelques mois de plus. Et ça peut générer un rattrapage des actions françaises. J'allais dire, ça fait déjà 15 ans qu'on est mauvais, et puis mais pendant ce temps-là, on achète du temps, quoi. Donc quelque part, je pense qu'on va encore repartir pour un petit tour, on va remettre une pièce dans le jukebox, mais il y a un moment, il faudra quand même adresser les sujets. Ouais. Donc moi, je tablerais plutôt sur c'est encore un peu trop tôt pour que Monsieur Marché sonne vraiment la fin de la récréation, sauf dérapage social, sauf dissolution. Est-ce que ça ouvre un espace de rattrapage pour notre CAC 40 français, qui est positif depuis le 1er janvier, mais qui est quand même à 10 points du DAX, par exemple? Si on est cynique, on pourrait dire que oui. Ouais. Maintenant, le marché est cynique, en tout cas, je ne sais pas, mais le marché est pragmatique. Non, et puis, par ailleurs, la bourse française est largement active dans le reste du monde. Donc, d'un point de vue économique, il n'y a pas que ce qui se passe sur les médias, etc. Enfin, je veux dire, le pays continue de tourner, il y a des exportations, etc. Donc, moi, je dirais, c'est assez intéressant de voir ce qui est basé sur les small caps. Alors voilà, c'est là où je voulais vous amener. On a quand même eu... Alors, il faut rappeler qu'entre 2018 et 2024, c'était une sous-performance massive. Oui. En décembre dernier, on était tous au bord du suicide. Et puis, petit à petit, les boîtes continuent quand même de délivrer. Les gens se sont rendus compte que les États-Unis c'était bien, mais le dollar avait perdu 10%, que il y a la tech qui reste très bien, mais si on prend les US hors tech, c'est pas si brillant que ça. Et les dynamiques, même aux États-Unis, finalement, le PIB, il est attendu à 1,5-2% cette année, ce qui historiquement est quand même pas extraordinaire, alors que nous, en Europe, on traîne à 1%, mais l'écart entre la croissance européenne et la croissance américaine a rarement été aussi faible malgré tout. Et puis, on a en Europe des valorisations qui sont très faibles. Donc, sur des PME, enfin typiquement les small caps, qui sont pas tellement moins concernés par le dollar faible, moins concernés par les tarifs, on a vu une sorte de revival, des résultats qui tenaient, et puis surtout des valorisations qui étaient plus faibles que les grandes capis, ce qui est une anomalie. Donc on a eu un effet re-rating assez important. Dans ce genre de marché où notamment les méga caps américaines sont quand même sur des niveaux de valorisation importants, élevés, la logique de l'investisseur, c'est quand même d'aller regarder effectivement ce qui semble être moins chèrement valorisé, être un peu en retard. Alors j'ai cité les émergents, mais les small caps françaises, ça fait partie aussi de l'éléphant dans la pièce, justement, dans cet univers de valorisation. C'est une dynamique d'ailleurs qui avait commencé avant la dissolution. Oui, bien sûr. Qui était flinguée par la dissolution. Bien sûr. Et finalement, on s'est rendu compte que même avec la dissolution, ça continue, ça va pas si mal. Là, forcément, depuis le 25 août, ça digère un peu, c'est normal. Mais le CAC est quand même remonté à 7009. La réserve de valeur est toujours là quand même. Alors, il y a l'histoire, parce que dans cet indice... Alors, il y a la question des indices. Donc, on a un indice small cap. J'ai compris qu'il fait plus 50% là depuis le 1er janvier, peut-être un peu on a plusieurs indices. On a le CAC Mid and Small, c'est ce qui est entre 60 et 50, et puis on a le CAC Small qui est au-delà du SBF 120. Mais le CAC Small est forcément un indice. Il y a quelques valeurs qui ont généré une grande partie de cette performance. Et notamment, on a cité Exail Technologies par exemple, mais une valeur comme Abivax, que vous connaissez bien, Alain, que vous détenez en portefeuille depuis longtemps, et qui a, par chance non, c'est le job. Il y a toujours un peu. Bon, bref, vous aviez Abivax en portefeuille.
avec. Et ça a explosé littéralement. Voilà. C'est-à-dire le small capper qui n'a pas d'Abivax cette année... C'est mort pour 5 ans. Voilà. Alors Abivax, c'est une société de biotechnologie, comme il y en a pas mal à Paris, qui, comme beaucoup de sociétés de biotechnologie, elle s'est introduite à 20 € en 2015. Et puis, elle mène un certain nombre d'études pour mener ses médicaments phares jusqu'au marché. Et contrairement à d'autres, en fait, ce qu'elle a décidé de faire, c'est de ne pas faire des partenariats avec des big pharma, qui en général financent la phase 3, mais en échange, on leur abandonne les droits et on perçoit des milestones lors des succès, et puis des royalties entre 5 et 15% des ventes lorsque le produit arrive sur le marché. Eux, ils ont décidé de tout garder pour eux, ce qui a impliqué quand même... Grosse prise de risque. De tout financer. Donc ça se traduit par un certain nombre d'augmentations de capital, dilutives évidemment. Ouais. Donc le coût, et puis le marché finit par se lasser. Donc le cours est passé de 20 € en 2015 à 5 € en mars dernier. Mais c'est quand même une société qui y croyait. Ils avaient recruté l'ancien PDG d'Ipsen, Marc de Garidel, en 2021. Donc moi, j'ai toujours pensé que c'est une société qui avait de l'ambition. Il y a toujours un risque, évidemment, mais bon. Et donc là, au printemps, on savait que les résultats allaient arriver, qu'ils avaient des chances d'être bons. Donc moi, j'ai toujours été assez présent dans cette valeur. Et puis, elle pesait malgré tout 2,2% du CAC Small. Ah oui, c'est une grosse pondération. En mi-juillet, le cours était passé de 5 à 8 €. Alors, j'étais surpondéré, je m'étais encore repondéré. Et les résultats, le 22 juillet, étaient, pour une fois, très bons, double plus bons. On les attendait bons, mais ils ont été encore meilleurs au-dessus des attentes. Alors, il se trouve, la société est cotée au Nasdaq aussi. Donc, elle avait déjà toute une clientèle américaine qui n'attendait que ça. Et donc, en fait, des résultats bons, quand on a un partenariat, ça peut faire un cours à plus 50%, plus 100, mais quand c'est tout pour vous, là, le cours, il est passé de 8 il est ouvert à 42, il terminé à 60. Aujourd'hui, il est à 74. Donc, c'est un cours qui a fait x14 depuis mars dernier. Donc, quand on pèse 2,2% de l'indice, on passe à 10-12%. Actuellement, 17% de l'indice. Alors, évidemment, il est devenu trop gros, donc il sort de l'indice vendredi prochain, il passe dans le 1060. Mais comment on gère ça, là, en tant que, justement, gestionnaire de portefeuille? Moi, déjà, ça pèse plus de 2% de l'indice, vous étiez surpondéré à Bivax, ça explose, vous êtes obligé d'en vendre. Ah oui, de toute façon, dans un fonds UCITS, on n'a pas le droit d'avoir plus de 10% de la valeur. Voilà. Donc, j'ai écrété. Mais ma grande surprise, en fait, en regardant le lendemain, c'est que personne n'en avait. Personne. Bon, tant mieux pour moi, mais... Je crois que les biotech, beaucoup... étaient un peu jetés, parce que mais heureusement qu'il y a Bivax, ça sauve 40 ans de désert. Complètement. Mais alors, ce qui s'est passé depuis, c'est que, du coup, un certain nombre de gérants se sont dit, mais attention, il y a quand même quelques biotech... Revoyons les dossiers de biotech. Les biotech à peu près crédibles, on va dire, Medincell, Nanobiotics, Valneva... Eh bien, celle-là, quelque part, ils se sont dit, mais attends, elle pèse 0,5, 1, 1,5. Toutes ces valeurs-là vont avoir des news intéressantes dans les 3, 6, 9 prochains mois. Elles ne seront pas forcément bonnes. Mais si elles sont bonnes, alors ça ne fera pas x10, mais bon, ça peut faire x2. Et là, il y a un certain nombre de gérants, et peut-être de particuliers aussi, qui se sont repondérés sur ces valeurs, qui, je pense, ont du potentiel, parce qu'il y en a pour moi qui n'en ont aucun, mais celle-là, oui. Bon, ça, et donc, c'est il y a eu un effet solidarité, dans la bibliothèque. Les gens qui n'en avaient plus du tout, est-ce que c'est plus large? Est-ce que le réveil des small caps, est-ce que c'est, encore une fois, c'est ma question, est-ce que c'est à mettre au crédit de quelques valeurs qui ont pris un poids exorbitant là en quelques semaines, ou est-ce que c'est un mouvement plus large, plus généralisé? C'est plus large, d'accord. Bon, il y a évidemment la biotech, il y a quelques valeurs de défense, par exemple Excel Technologies, qui était à 117 hier. Bon, elle baisse un petit peu ce résultat, mais ça reste quand même une valeur qui a fait x6 depuis le début de l'année et dont les thématiques restent très très solides. Donc la défense, les biotech, mais si on prend même les autres, le compartiment est quand même en progression. Et on a encore pas mal de sociétés qui sont sur des valorisations tout à fait intéressantes. Donc c'est pas terminé pour moi. Ouais. Bon, alors je suis pas sur les small caps françaises, mais ça permet de parler des marchés actions. Et toujours cette question de savoir si on est dans une bulle autour de l'IA, du Nasdaq, etc. Et si oui, à quel stade est-ce qu'on peut en être? Vous mesurez un peu ce genre de risque pour la stabilité financière, Léa? Est-ce qu'il y a une surchauffe là sur certains segments de marché? Je ne parle pas de micro-segments, je parle de segments un peu systémiques, bien sûr. Ce qui est en fait assez intéressant aujourd'hui, c'est quand on regarde les valeurs traditionnelles pour vérifier la surchauffe, on est en plein dedans. On est sur des PE qui sont à des niveaux pas possibles. On est sur cette bulle de l'IA. Moi, utilisant l'IA au quotidien, j'ai envie de dire que c'est pas une bulle, c'est un mouvement. Non, alors voilà. Mais peu importe. Il y a quand même un point qui, moi, me fait dire que c'est pas encore le moment. Alors, je me trompe peut-être. Mais qui, en fait, quand on travaille, nous, les modèles, c'est des choses dans lesquelles je mets pas de scénario, des arbres qu'on appelle des arbres récursifs. Et en fait, depuis le mois dernier, le modèle qui avait un peu un scénario 2025-2026 de décélération de la croissance américaine, en fait, repart complètement à la hausse.
On avait des modèles qui se cherchaient dans les signaux. Là, on a une reprise des marchés equity, des signaux sur la croissance américaine qui fait qu'on pourrait se faire beaucoup plus surprendre à la hausse que 26 qu'on anticipe. peut être booming, hein. En fait, Avec quelques chèques bien sentis. Exactement, mais c'est exactement ça. Et en fait, j'ai un peu envie de faire aujourd'hui le parallèle de la situation actuelle avec le début de l'année tel qu'on l'avait connu. C'est-à-dire qu'on a épuré un peu toutes les thématiques, tarifs, incertitudes, même si économiquement, encore une fois, hein, ce que dit Anthony, ça va arriver. C'est pas parce qu'on ne le voit pas dans les chiffres que ça ne va pas avoir d'impact. Mais en réalité, aujourd'hui, j'ai un peu envie de faire ce parallèle-là d'une économie américaine sur laquelle on a un peu tous oscillé, qui au final, pour des raisons X ou Y, se reprend. Ces bulles de la tech qui, dans ce comportement-là, fonctionnent. Et puis, derrière, hein, c'est toujours la même chose. L'effet richesse, on entretient, ça continue. Mais pour l'instant, à ce stade, oui, on continue. Il y a juste un point, vous mentionnez risque systémique, que je veux mettre en avant, et vous en discutiez en introduction sur les questions Chine. Nous, dans les scénarios, donc c'est des modèles de signaux, on a allumé un signal, et c'est très rare, sur l'activité chinoise et la croissance chinoise. C'est pas un modèle tout de suite, un énorme warning. Choc d'activité, ça ralentit trop. C'est plutôt à horizon fin 2026, donc on aura le temps d'en reparler. Mais c'est un point qui est assez rare dans des modèles pour se déclencher. D'accord. Et donc, voilà. D'accord. Disons que on plutôt loin d'être sorti de l'ornière. Exactement. On ressort aujourd'hui et plutôt sur la fin d'année extrêmement positive, mais voilà, des sujets plutôt moyens. Sur un risque de surchauffe des marchés, voire de l'économie américaine en 2026, je sais pas si c'est un scénario central ou alternatif, mais pour aller dans le sens de Léa, quand même, ce qui est assez frappant, c'est de voir que même si l'économie américaine pourrait donner des signes de ralentissement, l'investissement tient incroyablement, et notamment l'IA. C'est plus un phénomène sectoriel, c'est un phénomène macroéconomique. Ça, c'est dingue. Les investissements sont tellement d'ampleur que ça finit par tirer vraiment la variable. Ça a des effets d'entraînement derrière. Investissement des entreprises. C'est pas réservé à une petite proportion de l'économie américaine. Et puis encore une fois, les montants sont tellement gros que ça attire l'ensemble de l'agrégat. Donc c'est juste quand même frappant de voir ça, c'est qu'au fond il y a un peu un sous-jacent tellement booming aux États-Unis lié au secteur de la tech où ils sont quand même encore en monopole. Alors bien sûr ça bouge pas mal côté chinois, mais ça reste quand même très localisé. Puis en Europe, peut-être qu'on en dira un mot, on va quand même pas vite et pas loin. Donc forcément, ça leur laisse une forme de monopole là-dessus, qui tire toujours la croissance malgré des émois politiques au fond. Et peut-être avec le fameux risque inflationniste qu'on a évoqué. Mais ça reste dans le paysage et pour l'instant, ça fabrique de la croissance. Bon, si vous voulez dire un mot de l'Europe, alors je sais pas, dernier discours en date de Mario Draghi, c'était hier à Bruxelles, c'est ça? On va pas assez vite. C'est le problème de la vitesse de la prise de décision. Et ce qui frappe, c'est quand même la différence entre le discours que tient Ursula von der Leyen et Mario Draghi tout de suite après, en disant mais non, le compte n'y est pas. Et on s'auto-satisfait quand même de très peu, alors qu'entre le rapport qui est sur les tables de chevet de tout le monde et la mise en œuvre, il se passe quand même pas grand-chose. Donc la BCE se satisfait d'une croissance potentielle à moins de 1% aujourd'hui, par exemple. Oui, et puis on dit toujours qu'on est long, mais c'est parce qu'on respecte les règles de droit. Enfin, Mario Draghi nous dit clairement hier, faut arrêter. À un moment donné, il faut aller plus vite, on est capable de le faire. Et si on le fait pas, on va sortir de l'histoire. Enfin, c'est mots, et je pense qu'il a raison. Bon, en attendant, l'euro se remet en route vers les 1,20 là. Oui, c'est surtout lié à la faiblesse du dollar. En réalité. Mais sur l'Europe, la difficulté, c'est qu'on n'est pas assez dynamique, pas assez rapide. Toujours un peu, actuellement, il y a des brokers qui m'attendent à la thématique souveraineté. Moi, j'entends ça, mais le problème, c'est qu'en fait, quand on fait un programme souverain, c'est qu'on va subventionner un truc pour essayer d'être vaguement au niveau. Moi, je pense à Eutelsat, par exemple. On veut avoir notre propre truc de satellite, donc on va l'avoir, mais elle sera à peine profitable, parce qu'il faut l'avoir, mais c'est de la subvention. Il faut aller un peu plus loin, quoi. Et toujours essayer de rattraper. Alors, ça peut se concevoir militairement dans certains secteurs stratégiques, mais il faut aussi que ce soit des trucs qui s'autofinancent pour reprendre un peu le leadership. Et là, sur beaucoup de sujets, on est toujours un peu en retard. Bon, on s'arrêtera là pour ce soir et on ne va pas régler tous les problèmes de la zone euro là en quelques minutes, des problèmes déjà bien connus effectivement de la plupart des économistes bien sûr. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Léa Dauphas, chef économiste de TAC Economics, Anthony Morlet-Lavidali, économiste chez Rexecode, et Alain Dubrul, le directeur de la gestion de Claresco.